L'épisode de cette semaine est encore présenté par SPG, la solution pour les associations. Vous êtes membre d'un conseil d'administration ou vous siégez sur un conseil d'administration d'une OBNL, surtout d'une association professionnelle, une association de malades, une association de gens qui ont besoin d'aide. Puis vous avez besoin d'aide parce qu'on se rappelle que vous avez le bénévolat, c'est le fun, mais quand on a une vraie job dans la vie, ça peut être lourd. Donc, appelez SPG. On est la solution pour les associations depuis 40 ans. On s'occupe de la réception jusqu'à la gouvernance, la comptabilité, à la gestion d'événements, la gestion des membres, du membership, les inscriptions, site web, communication, tout. Et on remercie aussi, c'est présenté par Unibrou, fier commanditaire cette année. Unibrou, la série Autre chose qui nous permet à nos membres de se désaltérer pendant les tailgates. Et nous aurons encore des bonnes bières Unibrou lors du prochain tailgate au Simpson. Hey, bon podcast. François, comme toujours, nous sommes les deux survivants de cette édition 2025 de l'Écho des Montagnards. Podcast réduit, podcast où on ne parlera pas de la partie des carabins de la semaine précédente, mais parce que les carabins étaient en bail. Exactement. Par contre, nous allons tout de même soulever et parler un petit peu de nos deux parties, des deux dernières parties de la saison dans le RSEQ. De bonnes parties, soyons francs. Parce que tout était à jouer dans ces deux matchs-là. Rien n'était réglé au classement. Tout était possible. Il y avait encore une chance que les Carabins puissent finir premier. Bon, une mince chance, une infime chance, une chance que personne ne croyait, mais une chance tout de même. Donc, puis on fera le tour du Canada comme à l'habitude pour finir. Puis là, c'est les séries qui commencent partout. On finira par mettre la table à travers le Canada pour les séries d'après-saison. Pour rentrer dans un cliché, la vraie saison commence cette saison. Donc, on va commencer ça vite avec la game à Laval parce qu'on ne l'a pas vu. C'est celle qui a fini le plus tôt parce qu'il n'y avait pas de TV. Ouais, exactement. TVA a empêché le Vert et Or de diffuser sa dernière game de la saison alors qu'ils avaient diffusé les trois duels précédents. C'est on sortit un lapin de notre chapeau. Oh, on ne peut pas parce que ça devient en conflit avec l'autre match. L'autre match, je ne mettais même pas francophone en plus. C'est même pas un duel francophone. Mais le RSEQ va devoir s'asseoir avec TVA Sport là, parce que ça n'a pas de bon sens. Sur ça, là, je ne la comprends pas parce que c'est ridicule. Effectivement, le contrat de TVA dit qu'ils ont une exclusivité avec les universités francophones. Mais là, ils présentaient une game. Un duel anglophone. Le Shaughnessy Ball à McGill. Donc, puis, PKP a brisé ce petit cochon. Puis McGill, son streaming, il était fonctionnel aussi. Tu pouvais l'utiliser sur son streaming. Tu pouvais écouter sur le streaming. Donc, c'est du n'importe quoi. On s'entend, la web diffusion de Sherbrooke en direct, c'est maximum 1000-1500 personnes qui vont le regarder là, au gros max. Là. Et pas tant que ça. Je ne pense pas qu'il y ait tant que ça de monde. Je dis au gros max parce qu'il y a certains matchs que ça a monté à 3-4 000, mais par après. Ouais, je savais pas, mais c'est tellement wide que c'est pas extrêmement agréable de toute façon. Si tu prends le 1% des fans de Laval qui ne sont pas descendus à Sherbrooke et qui écoutent le stream, tu montes déjà à 1000. Oui, exactement. Puis... Mais pour l'année prochaine, il faut que toutes les équipes web diffusent. Puis lorsque TVA est là, c'est TVA qui sera là, mais il faut que les parents de joueurs puissent écouter leurs enfants à tous les matchs, puis que les familles puissent suivre leurs jeunes. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut suivre. Là. Il y a même du monde à l'extérieur du pays. Là, je veux dire, en 2025, c'est pas normal. Non, c'est pas normal aussi. Normal. C'est pas un blackout. Là. Un blackout pour même pas 2000 de web diffusion sur le web. Là. Je veux dire, c'est pas une concurrence directe. Je veux dire, on joue sur les mots, c'est exactement un peu ce que j'allais dire. C'est que, tu sais, il y a plusieurs années, les Carabins... au tout début, les Carabins disaient « Hey, on voudrait avoir du monde après. » Après, les Carabins se sont rendus compte « Non, nous autres, là, on va avoir notre logo à TV. » Fait que c'est pour ça qu'il y a eu des années où toutes les games étaient à télé, puis étaient à la radio, puis qu'ils préféraient être à télé que plutôt que d'avoir du monde dans le stade. De toute façon, notre stade est petit. Tu sais,
C'est sûr qu'on préfère avoir des gens là, en fin de semaine, là, le match des Carabins est en conflit avec celui des Alouettes. Tu as plusieurs centaines de détenteurs de billets de saison qui ont le billet de saison aux deux. Là, autre point pour ceux qui vont au match, là, prévoyez-vous un plan B pour le transport? Là? Il y a une grève du transport en commun. On ne sait pas encore ça va être quoi les modalités, mais ouais, c'est ça, je suis là-dessus. décidez pas le matin même de vos déplacements, vous allez avoir une grande surprise. Je pense qu'on va peut-être voir plus de monde au tailgate parce que l'heure de pointe du matin va coïncider avec le début du tailgate, je pense. Ouais. On en parlera. On en parlera en temps et lieu, mais souligner que, hey, pensez-y. Faisons un petit retour sur la partie de Sherbrooke. Comme on dit, on ne parlera pas vite longtemps, mais ça a fini 26-3. Mais avant même de parler de ça, le fait important, c'est Arnaud ne jouait pas. Arnaud n'était pas habillé, donc il n'a pas battu son record. C'était Ouellet, le partant, qui est le 3e QB, puis Théroux en backup qui est le 4e. Ouais. Qui ne sont pas des mauvais, hein? On se rappelle que c'est quand même des anciens. La profondeur de Laval est impressionnante. Le pire, c'est qu'on pourrait dire la même chose du backfield des Carabins. Là, on a quand même côté corps arrière, même des Carabins, nos 3-4, je suis à l'aise s'il y avait à jouer. C'est pour ça un peu je te dis ça. Là, advenant que la situation arrivait, là, Esteban, moi je mettrais la balle dans les mains d'Esteban dans n'importe quel moment en me fermant les yeux sans aucun problème. J'ai pas peur de ça. Mais effectivement, Arnaud n'a pas joué, pas battu son record et il reste un cas incertain pour la partie de cette fin de semaine. On en reparlera rendu là. Mais ça a fait que l'attaque de Sherbrooke, de Québec a été complètement différente. Et outre la première drive, qui a étonné tout le monde parce qu'à la première drive, on s'attendait, on a vu comment ce corps arrière-là ne lance pas vraiment le ballon, mais c'est plus un corps arrière qui court un peu la Eloi, en moins bon, bien évidemment, là, mais quand même. On l'avait vu il a quand même lancé le ballon samedi, là, je veux dire. Mais cette semaine. 17 en 22, je pense. Oui, mais c'est exactement ça, c'est que probablement que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse juste courir et qu'il fasse juste du Wildcat, mais non, sa première drive, c'était une drive qui a lancé le ballon. Puis il l'a lancé pratiquement tout le long. Ce n'est que des jeux. Et sur la première drive de Laval, dès que Laval a eu le ballon, ben, c'était 8 jours, 70 verges, un touché, ça a duré 4 minutes, c'était fini. Mais malgré le score final, le match a été serré longtemps. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que ça, c'était sur la première drive, Laval fait un touché. Là, Laval pense qu'il en veut. Mais après, punt, field goal de Sherbrooke. Après, on tombe au deuxième quart. Mais en début de interception, match. Non, mais interception, après interception, après interception. Punt, fin de quart. On commence le 4e quart. Punt, safety. Punt, touché sur le dernier jeu du quart. Touché de Laval. Je suis désolé, là, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là. Ça a été des two and out. Et là, rendu au 4e quart, la chaîne a brisé. Ce que Laval fait de mieux, c'est 4e quart, c'est en phase de ponder. Les défensives adverses sont fatiguées au 4e quart, puis c'est souvent là qu'il y a des jeux explosifs. Puis ça, exactement, mais ce qui est arrivé, c'est Sherbrooke qui a voulu pousser. Fife qui a voulu pousser la balle, un peu comme Pépé avait voulu pousser la balle lors du dernier c'est parce qu'il voyait le score à McGill, puis là, il savait que ça leur prenait une victoire. Exactement. Fait que tout de suite, il restait 10 minutes. Il n'y a pas grand-chose qui s'est joué au 4e quart. Puis là, il y a eu un touché après une interception dans la zone début, un field goal manqué. Laval a manqué encore son field goal. Après avoir intercepté, a manqué son field goal. Là, Sherbrooke repogne le ballon. Il se fait encore intercepter. Un punt, un safety, puis ça finit de même. Tu sais, là, ils ont poussé le ballon. Sherbrooke, c'est en début de match, il fait intercepter dans la zone début aussi.
C'est une belle. Au début, quand je dis début de match, la première demi, c'est fait intercepter dans zone début après une belle drive. Mais c'est ça, donc, Sherbrooke a été dans la game. Puis Sherbrooke a été dans la game. Et à vrai dire, le score ne reflète pas la réalité. Et je ne sais pas qui va être le corps arrière pour la partie. Mais Laval l'a travaillé là, sur celle-là. Hein. Ça n'a pas été un walk in the park. Aucune game de Laval n'a été un walk in the park cette année, si on peut dire. Non. Même s'ils ont bien gagné et ils sont numéro 1. Ils sont. Ouais, peut-être sauf la game à Cognou. Mais... Ouais, ok. J'exagère peut-être en disant ça. Ouais, non, c'est ça. Tu as raison. Et la game qui voulait aussi, qui allait déterminer tout, c'est Concordia McGill. Ouais. Et qui, moi, je pense que je vois McGill beaucoup plus gros. Tu sais, on n'arrête pas de le dire, le football, c'est pas une règle de 3. Puis finalement, j'ai l'imprestion que McGill a super moi, bien joué. j'étais au stade, je me suis fait inviter par Red Zone. Et McGill est sorti flat. Après une semaine de congé, je m'attendais à ce qu'il sorte plus solidement que ça. C'est Cognou en début de match qui a été solide. Là. Éloi, dans ce match-là, il a trop voulu aller sur le coup de circuit souvent. Ses receveurs ont droppé des balles. Les balles n'étaient pas bien placées. Tu ne peux pas finir 11-25 dans un match universitaire puis espérer sortir de là avec la victoire. Il y aurait pu, en fin de match, l'unité d'un jeu spectaculaire du joueur défensif de Cognou pour arrêter après l'attraper. Ça aurait été un toucher McGill, puis il aurait pu égaliser la chose, mais McGill, défensivement, depuis 2 matchs, je sais qu'ils ont beaucoup de blessures, mais là, tu sais, Chambé, pour Concordia, il était correct toute l'année par la course. Là, ça a été son meilleur match de l'année, je crois bien. Plus, t'as Ouimet en plus qui s'est mis à utiliser ses pieds. Cognou a fini avec plus que 200 verges par la course. Là. 277. La différence pour moi dans ce match-là, c'est que, tu sais, mettons, si tu prends les 2-3 jeux extrêmes ou gros jeux qu'ils ont essayé, des deux côtés, ben, ça a été plus payant pour Cognou que pour McGill. T'sais. McGill, si tu enlèves leurs 2-3 gros jeux, ils ne bougeaient pas, tandis que Concordia bougeait le ballon quand même. Il y a eu 3 ou 4 fois, le QB a fait une feinte de passe puis remis au porteur de ballon, puis ça a fonctionné. Puis la 4e fois, en fin de 4e quart, ben, il a fait l'inverse. Il a fait la feinte de passe, la feinte de remise, puis il a décidé de courir lui-même, puis il y avait le champ libre. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention pour pas rentrer dans ce piège-là. Mais, tu sais, oui, mais il se protège pas. Il n'a pas appris de contre nous. Tu sais, les 2-3 fois qu'il s'est fait plaquer par McGill, ben McGill l'a frappé solidement. Là. Une défensive plus agressive, il va se refaire blesser. Là. 4 sacs. Le petit Ouimet s'est fait saquer. Oui, il fait saquer 4 fois. Puis, McGill, c'est pas le front défensif qui rentre le plus normalement non plus. Là. Et il rentrait quand même là, à chaque fois. Là. Sans nécessairement le plaquer sur le QB, il rentrait. C'est 4 sacs pour 27 pertes, 27 yards de perte. C'est beaucoup. Là. Sérieusement. Ouais. C'est sérieusement beaucoup. Puis, mais sauf qu'Éloi s'est quand même fait saquer 3 fois, mais lui, Éloi... La bonne nouvelle pour les deux équipes, ce match-là, il n'y a presque pas eu de revirement. Donc, c'est... McGill, ça a été un problème toute l'année. McGill, il va falloir qu'il fasse attention. Là. Ils ont encore failli se faire bloquer 2-3 bottées dans cette game-là. Là. Il va falloir contre Laval, il va falloir qu'ils fassent leur bottée plus loin, sinon ils vont se faire bloquer 3-4 bottées dans un match. Aucune interception, effectivement. Ouais. Mais je suis étonné parce que, tu sais, Momo n'a pas... il y a 153 verges de gain, là. C'est quand même... Mais il est utilisé de façon sporadique, tu sais. Ouais, il aurait pu l'utiliser de façon plus continue.
Puis Momo a été le meilleur receveur de McGill. Ouais. Hein? C'est lui qui, pas le meilleur, mais c'est lui qui a le meilleur gain avec un grand jeu de 44 verges. Mais en première demi, moi, j'ai eu l'impression que le vent jouait des tours aux deux QB. Là. Il y a eu beaucoup de passes imprécises que tu fais comme pourquoi c'est 8 pieds plus loin. Là, mais il lançait des passes que ça touchait les mains du receveur ou ses passes étaient moins interceptables, disons. Il plaçait mieux son ballon, même si les receveurs les attrapaient pas. Là. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour McGill. Si McGill peut éviter les revirements puis prendre ce qu'on leur donne sur le terrain, c'est beau d'essayer de se ligner, là, mais faut que tu réussisses avec un tour un petit peu plus grand ou prendre ce qu'ils te donnent dans l'intermédiaire parce que souvent, l'intermédiaire est plus ouvert dans ce type de défensive. Là. Mais je regarde, tu vois, là, je regarde les drives. Là, McGill punt, on commence un punt en 2-6. Après Concordia, punt 2-9, 2 jeux 9. Après, là, tu as le touché. Il y a plusieurs séquences de McGill qui ont été maintenues à cause des punitions de Concordia. Là. Fait que, ça, je ne l'ai pas ici, par exemple. Probablement que je l'ai à quelque part, mais tu vois, McGill a fait le premier touché, là, un 3 jeux, 74 verges. Mais après, c'est Canyon, 9 jeux sans verges. 9 jeux sans verges, c'est malade. Oui, non, c'est ça. Il faut savoir que le match Laval-Sherbrooke a terminé, puis c'était la fin du troisième quart au Percival. Là. Fait que moi, je suis convaincu que les deux équipes savaient comment ça s'enlignait. Que de toute façon, les deux étaient déjà... Non, mais là, c'est question de positionnement. Après ça, tu veux aller chercher tu veux finir sur une bonne note. Là, McGill aurait eu intérêt à finir troisième. Là. Ben, question de match-up, je crois que c'était plus favorable pour eux de jouer contre nous que de jouer contre Laval. Il faut qu'ils se tapent un voyage à Québec. Là, Concordia s'est invité un voyage à Québec. Tu restes à Montréal. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, c'est vraiment le match-up. Concordia joue bien contre Laval. McGill joue bien contre Montréal. Tandis que McGill n'a rien. Puis le contraire n'a pas été vrai. McGill a vraiment McGill mal a quand joué. McGill a quand même, son dernier match contre Laval a quand même bien joué. Le premier match de la saison, ils n'ont pas mal fait, mais malheureusement, Momo n'était pas encore impliqué, fait que... Ouais. Il va falloir voir si... On ne le saura jamais. Mais c'est drôle comment j'ai l'impression que Momo est impliqué juste contre les Carabins. C'est drôle, hein? Ben, il l'emploie plus. Je sais pas si c'est... Tu sais, l'RPO, c'est Loi qui décide quand même au final sur ses décisions. Je sais pas à quel point... C'est un mix des deux, hein, c'est pas juste... C'est un mix des deux, là. C'est aussi du jeu d'option, là. Il joue sur le jeu d'option directement en regardant la bougie de secondaire, puis... Ben, il faudra voir, là, est-ce que McGill aura des retours de blessures? Ça les aiderait certainement. Il y a des échos comme quoi que Simmons reviendrait peut-être. Ça ne changera rien, ça. Ça changera rien. Non, pour moi, c'est des joueurs plus en défensive. Il leur manque beaucoup de vétérans là, qui sont... On en parlera tantôt rendu là, mais c'est pas ça qui est... Le pain et le beurre de McGill, c'est Éloi puis Momo. C'est pas compliqué. Il faut que ce soit Éloi puis Momo qui court. Puis si tu en mets un troisième, tu y vas en plus, là, tu mets un troisième, tu mets... on en parlera quand on parlera des match-ups, mais les deux matchs vont être à TVA, là, midi, 15h. Le nôtre au Sepsum est à midi, celui à Québec est à 15h. Exactement. Donc, la semaine prochaine, on fait un wrap-up tantôt, mais effectivement, les Carabins, pourquoi c'est nous autres qui a la game de midi? On le sait-tu? À cause des Alouettes. La game des Alouettes, au départ, était prévue à 15h. Fait que ça aurait pas joué en même temps, mais là, à cause des Jays, ça a été devancé à 2h. Fait que dans les faits, les gens ne pourront pas faire les deux. Là. OK, je ne savais pas ça. C'est plate, mais OK.
Regardons, faisons un petit tour rapide du reste du Canada. Commençons par les Maritimes, où BU s'est vengé de Terminer ses 2 sa derniers saison combats. en force à la maison. Est-ce que ça, il était sûr avant ce duel-là de terminer troisième. Troisième, de toute façon, le Donc, résultat ne change rien. non, Acadia était sûr de finir quatrième. Je sais pas, j'ai pas vu le line-up d'Acadia, mais je suis convaincu qu'ils n'ont pas amené toute leur équipe pour ce voyage-là. Ah, tu penses? Je Ben, sais pas. il était sûr de finir quatrième. Moi, j'ai Ah cette ouais, mais tu fais jouer tes impression-là. 5e années, tu fais jouer ton monde, je sais pas. C'est 14 heures de route. Ouais, c'est vrai. 14 heures de route. Mais ils n'ont pas amené leur équipe B non plus parce qu'ils n'ont pas des grosseurs de line-up pour amener juste une équipe B. Là. Je dis juste qu'ils ont sûrement assis du monde tôt. Puis dans le deuxième match où les 2 meilleures équipes de la conférence s'affrontaient, les petits chiens sont sortis à 26-10. Une belle performance encore des petits chiens. Tu sais, les petits chiens, les Huskies ont retourné leur saison cette année en grosse partie grâce à leur QB, qui est un transfert de Carleton. Offensivement, ils produisent cette année. Là, défensivement, ça va. Pour moi, c'est l'équipe à battre en Atlantique. Intéressant de les voir parce que, tu sais, longtemps, là, je sais que je vais comparer des oranges avec des pommes, là, mais, tu sais, St. Mary's a été longtemps une force au Canada. Ben, dans le temps que les Québécois y allaient puis qu'il y a beaucoup d'Ontariens y justement, leur head coach, c'est leur head coach maintenant, c'est celui qui était en place lors de leur dernier passage en demi-finale puis en compagnie. Donc, ça, je ne savais pas ça. Oui, il est retourné en poste. Donc, j'ai un blanc de son prénom, là, mais les Huskies de St. Mary's. Les Huskies ont une belle équipe. Là, le Québec se pogne contre l'Atlantique. Normalement, le Québec devrait gagner ce duel-là. Mais je ne suis pas convaincue que ça va être aussi facile que les autres années. Mais tout dépend de qui va sortir de là. Mais BU, c'est compliqué la tâche comme il faut. Là, parce qu'ils se tapent 2 voyages en Atlantique. Ils n'ont aucun match à domicile. Là. Ça va être difficile pour eux. OK, ouais. C'est Steve Sumara qui. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un beau bail. Ouais. Puis si on va dans l'Ouest, vendredi après-midi à 15h, en finissant de travailler, je me suis ouvert la TV en background avec le match entre UBC et les Rams. Les Rams, c'est plus Noah Pelletier, le QB1. Il est habillé? Oui, il est habillé, il fait les sneaks. Mais ça fait 2 semaines en ligne que moi, j'écoute les matchs puis que je vois que c'est pas lui le QB partant. Le QB fait bien, mais ils ont échappé ce match-là. Il faut savoir qu'avant le match, il fallait absolument que UBC gagne pour faire les playoffs. Ce qu'ils ont réussi à faire. Les Rams ils ont mené tout le long du match. UBC, c'est ce qu'ils font depuis le début de l'année. Ils reviennent, puis ils pendent. Ils sont pas faciles à jouer. Ils sont coachés par Neil. Fait que c'est solide. Mais les botteurs, je sais pas ce qui se passe au pays, là, mais les botteurs cette année, là, c'est un vrai sac à surprise. Non, les botteurs, c'est pas des vrais Ça coûte des matchs à des équipes. Fait que, avec le fait que ce duel-là a été remporté, ben, les 4 premières slots étaient déjà décidés avant les 2 derniers duels du week-end. Donc, les 2 matchs se sont joués sans enjeu parce que Saskatchewan était sûr de finir premier. Puis, entre Alberta et les Dinos, les 2 étaient sûrs de ne pas faire les séries. Ça a été des bons matchs. Point à souligner pour la Saskatchewan, leur QB à Marin, il n'est toujours pas en uniforme. Il est supposé de revenir pour les playoffs. Fait que ça fait presque un mois maintenant qu'ils gagnent avec leur QB2.
Ça, c'est intéressant parce qu'ils savent qu'ils sont capables de rouler leur offense, peu importe qui va être le QB. Donc, c'est ça. Dans Ontario, c'était la première ronde des séries, les quarts de finale. Donc, Laurier avait un bye, puisqu'ils ont terminé premier. Queens, ça a été un blowout. Là. Ça finit un massacre complet contre les Marauders. Ouais. Les pauvres Marauders qui sont rentrés tranquillement. Les GGs d'Ottawa contre Windsor, ça a été un match serré. Ça a été 24-24 à la fin du quatrième quart. Windsor est revenu avec une drive puis a réussi à remporter ce match-là. Tu avais pris Windsor pour gagner. Hein, oui. Je disais s'il pouvait fonctionner offensivement. En fait, les GGs ont été plus dans ce match-là que je pensais. À même un moment, je suis comme, oh, les GGs vont-tu créer la surprise? Mais non, ça va amener des... Mais le upset de la fin de semaine, c'est... Le vrai de vrai. Western qui perd alors qu'il menait 17-3 au quatrième quart et qui perd 18-17 avec un rouge. Comme la Dunsmore il y a quelques années. Avec un rouge d'un joueur qui n'est pas capable de sortir. Exactement, un placement manqué. Mais Guelph l'a extrêmement bien joué. Dès que le botté est parti, tu avais déjà 6 chandails rouges qui couvraient la ligne des buts. Puis ils ont forcé le retourneur à aller vers l'extérieur du côté où il y avait tous les rouges, tous les joueurs de Guelph, puis ils ont réussi à le faire sortir dans la zone des buts pour la victoire. Ouais. Ils l'ont joué super bien que le placement soit réussi ou pas, ils ont tous convergé vers là, puis ils ont créé un mur. Là, c'est drôle parce que quand tu écoutes la description, tu as les commentateurs qui crient « Kick le ballon! » Puis qui ne comprennent pas pourquoi il n'a pas juste kické le ballon. Puis ça nous a rappelé justement de la Coupe Dunsmore à Québec il y a 2 ans ou 2-3 ans où dans la zone des buts, on avait pris la peine de mettre un kicker justement. On avait 2. Ballon, puis tu kicks la balle, mais la balle était tombée. Puis le joueur s'était fait ramasser par Gosselin, ou je ne sais pas trop. Un gros dos de la balle. Ce qui nous ça fait que toutes les équipes sont en play-off ce week-end. Oui, donc vous avez devant les yeux, pour ceux qui ne sont pas en audio, vous avez la charte des play-offs. Donc, le quart de finale canadien. C'est-tu les quarts de finale canadiens? Ouais, c'est ça. Mais, là, on est dans les demi-finales on est dans les demi-finales de division, de conférence. Oui, c'est ça. Nous sommes dans les 8e de finale de la Coupe Vanier. Oui, c'est ça. Oui, on peut le voir de même. Ou les match-ups. Tu veux commencer par quoi? Bon, commençons par les maritimes. BU contre Saint-FX. Oui. Et Acadia contre St. Mary's. On se rappelle que la dernière Saint-FX a le numéro de BU cette année. Exactement. Ils ont gagné BU a gagné la première game, mais le corps arrière de Saint-FX n'a pas joué. Donc, ils ont gagné ce match-là, mais le match retour, c'était une victoire convaincante. Il faut dire que BU a extrêmement beaucoup de blessés. J'ai entendu dans la diffusion de TVA, je pense que c'était 13 ou 14 joueurs blessés. Donc, ça fait mal. Surtout les programmes de l'Atlantique, ça fait encore plus mal parce que leur squad sont plus petits. La profondeur n'est pas énorme. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, puis là, BU, on va leur souhaiter bonne chance, là, mais au moins ils prennent l'avion. Fait que le voyage mais justement, avec leur contre-performance de la fin de la saison, au lieu comme ils finissent 3e, ils doivent se taper la route jusqu'à Saint-FX. 2 fois. Là. S'ils veulent sortir de l'Atlantique, il va falloir qu'ils fassent 2 voyages d'affilée, 2 semaines en ligne. Leur calendrier, c'est rare qu'ils ont ça à faire dans la façon qu'ils construisent habituellement. Ouais, parce que
Les Huskies devraient l'emporter facilement. Là, je ne m'attends pas à un match serré. Quoique la météo pourrait venir faire jouer les troubles fêtes à plusieurs J'allais te dire endroits. ça un peu, tu Week-end. sais, des maritimes, on ne sait jamais. Prenons rien pour acquis. Bien que ça se joue à St. Mary's, dans le stade de St. Mary's, qui est un petit peu caché du vent, mais encore une fois, s'il pleut, il pleut. Ouais, mais tu sais, moi, je vois que s'il pleut, Saint-FX va juste l'emporter plus facilement parce qu'ils ont un des meilleurs porteurs de leur division. Là. Fait que, ouais, non, c'est ça. Sinon, en Ontario, il annonce beau dans les maritimes, en fait. Ouais, non, mais nous, il annonçait de la pluie, mais là, c'est en train de devenir beau. Même à Québec, si la météo continue de s'améliorer, ça devrait être seulement nuageux. Il ne devrait pas avoir peu de pluie ou nuageux avec averse. Là. Donc, tu parlais de l'Ontario. L'Ontario, Laurier n'a pas un duel facile. Là. Avec Guelph qui est passé, vu que Guelph était fini dans le bas de classement, ben là, ça fait Guelph-Laurier comme un duel. Laurier devrait l'emporter. Là. Oui, ça ne devrait pas être si compliqué que ça, non? Non, mais Guelph sont capables de choses merveilleuses comme ils sont capables de choses terribles. Pour moi, je trouve que c'est dans une certaine mesure, les McGill de l'Ontario. Oui, ça t'a dit toute la Parce qu'ils ont un duo. C'est une des seules équipes que c'est comme ça, mais ils ont vraiment un duo de QB, Guelph. C'est Aboud le principal, mais McRae, il a ses packages à lui. Fait que ça alterne souvent dans un match. Et pas nécessairement tout le temps en 2 et court. Des fois, en 2 et 5, ben, ils vont rentrer McRae avec un running back puis rentrer des options différentes. Ouais. Je pense pas que Aboud soit à 100% non plus, parce que les deux QB ont eu des problèmes de blessure au cours de l'année. Mais Laurier est clairement l'équipe à battre en Ontario et l'équipe la plus complète et la plus expérimentée qui reste en liste. L'autre match-up va être très intéressant. Queens contre Windsor. Si je me souviens bien, leur premier duel a fini en prolongation avec une victoire de Windsor. Windsor, pour moi, la meilleure défensive de l'Ontario. Queens a une bonne défensive, a une bonne attaque, mais des fois, il manque de spark. Mais ils ont un bon porteur de ballon. Fait que, pour moi, ça devrait être un duel serré. Je pense pas que... Moi, je préfère Windsor à Queens. Là. Moi, je trouve que c'est eux qui ont le plus beau chandail de tout le Canada, de toute façon. Donc, Windsor, ça? Oui. Parce qu'il ressemble beaucoup à celui de Michigan. Donc, le bleu, bleu, avec pas de démarcation, totalement un bleu, puis un bleu royal fort. Là, jaune, là, je trouve ça magnifique. Comme le vieux chandail de Michigan. Ben, les duels les plus intéressants risquent d'être en l'Ouest, comme depuis le début de l'année. Les deux équipes de la Saskatchewan sont favoris dans leur duel. Mais les questionnements sur le poste de QB pour ces deux équipes-là, en vue du duel, vient un peu rétrécir l'écart entre les équipes qui vont affronter. Saskatchewan se pogne UBC et les Rams de Regina se prennent les Bisons du Manitoba. Les Bisons, offensivement, il met sur Tachizki, qui est un corps arrière très, très mobile. Donc, c'est tout le temps un dual threat. Plus, leur jeu au sol fonctionne extrêmement bien cette année. Ça va être la défensive. Je pense que c'est un duel qui va se décider probablement avec le batteur. Dans l'Ouest, tous les stades dans lesquels tu joues, à ce temps-ci de l'année, le vent, le froid peut être problématique. On se rappelle que la Coupe Vanier, c'est à Regina. On a déjà. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, les deux matchs en Ontario, les deux sont à 13h. Ce n'est pas les bonnes heures qui sont là.
Les deux sont en même temps? Oui, les deux sont en même temps. Ce que j'aime de l'Ouest et du Québec qui ont compris depuis des années de ne pas mettre leurs 2 matchs en même temps pour permettre aux gens d'écouter les 2 10 matchs. Et voilà, parce que de toute façon, ça ne change rien. Le résultat de un n'influera pas sur le résultat de non, l'autre. exactement. Ça fait juste que les amateurs de football peuvent écouter les deux. Ce qui exactement. est bon. Là, on s'entend que tous les marchés ont de la compétition ou presque avec la CFL. Là. CFL et le baseball. Et le baseball. Genre de voir ça va jouer sur les assistances. Là. Saskatchewan devrait gagner son duel. Ben, ça nous amène à nos affrontements du week-end à nous, au Québec. Ben, commençons par celui de 15h pour finir avec oui. On l'a dit, 15h. McGill-Laval, meilleur match-up pour tout le monde, je pense. Ben, pour les champions, à vrai dire. Pour Laval, je pense que McGill est un meilleur match-up que Concordia, je le disais tantôt. Ouais. Je pense que Laval a le numéro de McGill. Comme Montréal a le numéro de la Concordia, là, tu sais. Je dis ça de même. Ben, dans une moindre mesure. Ben, McGill, dans une moindre mesure que nous, on a démontré notre dominance sur Concordia cette année. Par contre, le fait qu'on ne sait toujours pas si Arnaud va jouer, ça change tout. Moi, dans ma tête, ça change complètement tout. Ben, ça réduit, pour moi, ça réduit l'écart un peu parce que là, c'est pas ton corps arrière vétéran qui est capable de modérer les nerfs de ton attaque. Mais tu sais, il faut dire que Laval, c'est huilé leur affaire. Là. Puis, tu sais, c'est une équipe qui a vécu le parcours l'année passée, puis ils n'ont pas beaucoup de joueurs recrues. Là. Donc, non, mais attends, là, don't get me wrong, là, je ne suis pas en train de dire que je pense que McGill peut gagner, OK? Je dis juste que cette année, leur probabilité est meilleure que les autres années. Oui, vu qu'Arnaud est blessé, qu'Arnaud est blessé, c'est une attaque qui est basée sur Arnaud. Ça va prendre pour que McGill espère gagner ce match-là puis être dans ce match-là. Il va falloir que Momo touche au moins le ballon 20-25 fois. 20-25 fois. Minimum. C'est ton meilleur joueur à l'attaque. Utilise-le. Ouais. Diminuer les je lance profond. Ça ne marchera pas contre Laval. Prends ce qu'il te donne. Joue le court. Et sois créatif. Moi, j'allais dire, fais des packages de 3. Oui, c'est ça. Fais des packages différents. 2 receveurs. Tu peux faire des petites passes dans le flanc à Momo. Là. Il n'est pas obligé oui, on l'a dit, il a pogné le ballon. Puis... Oui, donne-y le ballon. C'est un gars qui est dur à mettre à terre. Donne-y le ballon. Éloi aussi, mais Éloi, les 2 derniers pas le dernier duel, mais le premier duel contre Québec, il a trop voulu en faire, il a trop voulu garder ça sur ses bras. Puis il s'est sorti lui-même du match, je pense, mentalement. Mais tu vois, là, si justement il réussit à faire. Moi, je pense que la meilleure game de de McGill, ça a été leur victoire contre Montréal au Percival parce qu'ils avaient réussi parfaitement à activer Momo et Éloi sur la course. Et à un moment donné, on était. Puis là, après, les petites passes en zone courte d'intermédiaire fonctionnaient. C'était même. Tu sais, oui, il y a eu quelques passes profondes, mais il y a eu beaucoup de passes intermédiaires dans les duels contre nous cette année. Est-ce que j'ai rêvé puis j'ai entendu que Jordan Lessard était blessé? J'ai-tu rêvé ça, moi? J'ai pas entendu ça. Je peux pas te confirmer, infirmer, je ne sais pas. Là, on parle du meilleur débit au Canada. Là, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai pas vu ça. Puis j'ai pas écouté le match, fait que je peux pas te dire. Encore une fois, je pense pas que ça change. J'ai pas lu ça dans les médias non plus. En tout cas, peu importe. Et finalement, ben, notre duel qui est à midi contre Concordia, on va faire un petit preview rapide. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui. Attends. À midi, guys. À midi. Ça veut dire que le tailgate est à 9h. 9h, guys. Le tailgate est à 9h. Puis, il y a une grève de la STM samedi. On ne sait juste pas encore quand est-ce qu'il va être fonctionnel. Donc, prévoyez vos déplacements en conséquence. Et si vous venez au tailgate, vous allez sûrement pogner l'heure de pointe du matin où le transport en commun va fonctionner.
Exactement. Puis, qui dit tailgate de 9h le matin, Du dit brunch. brunch. OK? Café, Baileys, œufs, saucisses, bacon, hiver. Tu sais, là, pensez à ça. Mettez-vous en mode brunch, là. Ouais. On s'habille chaudement. Ça. Il va faire chaud, là. Il va faire fret, là. C'est 9h le matin, humide. Hein? Donc, c'est ça. Donc, on vient, excuse-moi, mais tailgate, 9h le matin. Ça va être extraordinaire. Ah, puis on va faire une photo de groupe aussi vers 11h, notre photo annuelle des membres des Montagnards. Vous viendrez vers notre tente. Ça pour dire, ce que je disais. Ah, oui, mais. Oui, mais. La nouvelle merveille du monde, là, la vieille 5e merveille du monde. Là. Ouais, ben, Concordia, depuis 3 semaines, joue très bien. Ils se sont resserrés défensivement. À l'offensive, le jeu au sol fonctionne mieux. Ouimet est en train de. Depuis 3 semaines, Tremblay et Ouimet se sont alternés parce qu'il faut se rappeler que Ouimet s'était blessé contre notre duel en Concordia il y a 1 mois maintenant. Blessé, ils l'ont sorti en civière. Là. On se rappelle c'est ça. Donc, il n'a pas joué le duel à Laval, le duel qui avait été serré. Ça a été Tremblay qui a joué. Après ça, il est en bail. Après, ils ont pogné Sherbrooke. Le match contre Sherbrooke, c'est Tremblay qui a commencé. C'est blessé à la demi. Avant la demi, c'est Ouimet qui est rentré au 3e quart, qui a très bien fait, qui a contribué à la remontée de Sherbrooke. Il y en a plusieurs que c'est ça que ça a épaté. Et il a connu un match parfait contre McGill le week-end dernier. Puis là, tu as mis Tremblay à l'écran comme deuxième, mais Tremblay. Parce qu'il y a des statistiques. Là, Tremblay est blessé. Je ne sais pas s'il va revenir au jeu. C'était Valentine qui était habillé comme deuxième QB au dernier match. Puis Valentine, ça, c'est une drôle de bébite qui pourrait. Je ne sais pas s'ils vont l'utiliser. Ils vont-tu décider Moi, je ne comprends pas parce que si je suis Concordia, je prépare des packages avec lui pour l'impliquer dans le match. Parce qu'on n'a pas de tête sur lui, c'est un grand athlète, donne-lui le ballon. Valentine, c'est un Éloi en plus jeune. C'est ça que c'est. Fait que, puis, sachant comment Éloi, le style de Éloi a un impact, une difficulté. Mais ça va être ça va être Ouimet, mais de le rentrer. Parce que là Ouimet faisait tout. Là, les situations de 2, 3 et court, c'était lui aussi qui le faisait parce qu'il y a des bonnes gens, mais Ouimet, il se protège. Moi, c'est une des choses, je trouve que ce QB-là ne se protège pas. Pas du tout, même. On l'a sorti la dernière, on parlait tantôt, il a été sorti. Au dernier duel, dès le premier quart entre les deux équipes, dès le premier quart, on fait comme ça. S'il ne se protège pas, il ne finira pas le match. Et comme de fait, il n'a pas fini le match parce qu'il ne se protégeait pas. Non, la défensive rentrait, le front seven des Carabins. La O-line de Cognou est grosse, mais vu qu'il essaie tout le temps de courir, il y a souvent un trou au centre pour laisser passer le porteur de ballon, mais ça fait un trou pour que la ligne défensive passe aussi dans le champ arrière. T'sais. Puis là, les secondaires passent. Puis rappelons-nous que depuis cette partie, les joueurs défensifs des Carabins, depuis la partie qu'on a jouée, nous, nos retours de blessés. Oui, on est de retour gros. Ben oui, fait que. On a même fait du 3 contre Laval. Là. On a joué du 3 contre Laval, puis c'est pas Roy qui a couru le plus. Là. Je suis désolé, là, puis c'est pas le petit Chembé qui va pouvoir courir. Lors de la dernière partie contre Montréal, Chembé a fait 34 verges. Ouais. Non, 34 verges. Pour moi, dans ce match-là, si on réussit à maintenir Cognou par la course en bas de 150 verges, on est correct. Non, mais je dis pas que c'est ça qu'ils vont accorder, mais je veux dire, si ils sont juste capables de courir puis leur jeu aérien fonctionne plus ou moins, on est en business. Là, je veux dire. Moi, j'ai hâte de voir. La défensive de Cognou, c'est beaucoup ajusté. Fait que j'ai hâte de voir l'offensive des Carabins, comment elle va réagir par rapport à la défensive. C'est pas un plus ça qui m'inquiète. Moi. Il va falloir que notre jeu au sol
soit correct. Ben, du moins qu'on ne décide pas de tirer la plug aussi rapidement que lors de la dernière partie. Mais les deux duels contre Concordia, on a quand même réussi à courir contre. On a couru 146 verges la dernière game. Là-dedans, tu avais Lucas qui a couru pour 52 verges, qui a eu quand même une bonne game. Puis tu as Lambert qui a couru pour 25. Keta puis Louis qui ont coûté pour 25 aussi. Donc, tu sais, c'est correct, là. Mais on n'a jamais couru de l'année. Moi, je pensais que c'était ça qu'on aurait essayé contre Laval parce que justement, on ne courait pas, mais on a rapidement décidé qu'on arrêtait. Donc, mais... Du côté aérien de Connew, il va falloir surveiller Rivet. La drive gagnante contre Sherbrooke, c'est lui. La drive gagnante contre McGill pour se positionner en position pour le toucher, c'est lui aussi. En zone moyenne et profonde, il est clutch. Donc, il va falloir le surveiller. Ils ont quand même un bon groupe de receveurs. Par contre, certains ont de la difficulté à être constants. Donc, ça va être à voir. L'attaque de Concordia est vraiment meilleure que ce qu'elle projette ou ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Oui. Contre nous, ça, c'est ça. Ça n'a pas marché. Je vous rappelle qu'on les a battus 52-2. Puis, je sais plus. Même le premier match de la saison, là, plus que la moitié de leur verge, c'est au 4e quart. Oui, dans le garbage time. Puis, c'était beaucoup de gains en plein milieu. Il y avait eu une solide passe. Pour les Carabins, s'ils sont capables de commencer le match fort puis mettre des points au tableau rapidement, ça va être difficile pour Concordia de revenir dans le match. J'avoue. Puis tu vois, pour les joueurs, ce qu'ils nous avaient dit la dernière fois qu'on a parlé, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est assurément jouer 4 quarts. C'est bien du cliché, ce que je t'en train de dire. Du côté des Carabins, mais moi, j'ai hâte de voir qui va être en uniforme. Du côté des receveurs. Il y en a certains dans ta liste, t'en as une couple qui ne reviendront pas. Là. On en voit le gagner. Là. Simon Riopel, ça ne reviendra pas. Tu sais, les affaires la même, là. Fait que, puis tu as Widen Alexandre qui serait bien parce que, à vrai dire, là, ce qui manque vraiment, là on a eu le retour. Ben oui. On a eu le retour de Acme. Widen Alexandre, il attrape dans le trafic aussi. Ben, il est plus large, il est plus gros, il est plus vieux. Je ne sais pas. Ouais. Mais moi, j'aimais bien Simon Drolet. Drolet était très bon. Non, mais on a une belle profondeur. Là. Moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça, mais... Non, mais c'est vraiment ces unités spéciales et ça manquait de spark un peu. Les unités spéciales... Mais soyons... Les batteurs dans ce match-là vont être importants parce qu'au mois de novembre, le positionnement de terrain est plus important que jamais. C'est un bon point que tu vas soulever là parce que, soyons francs, notre... ça ne me surprendrait pas que Connew y aille souvent en 3e essai, justement à cause de ça. Est-ce qu'on habille seulement un batteur ou on habille 2 batteurs? Parce que la performance moi, à 52 joueurs habillés, j'en habille 2. Habille le croco? Personnellement. Que tu l'utilises ou que tu ne l'utilises pas, fine. Mais aie-le sur le banc si ça va pas. Sont-tu gros, nos batteurs? Ben, parce que Philippe Boyer, il est bif en tabarnak, là. C'est un monsieur, là. Ouais, mais... ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné... Pour la position de batteur, la grosseur que tu as n'est pas importante. Non, mais si tu le mets sur une unité spéciale puis tu le fais courir. Faut bien que ça serve, ça. Il paraît que c'est un joueur de football, mais... Non. Moi perso, j'en habillerais un 2e, quitte à pas le faire jouer ou d'y donner juste les punts ou d'y donner juste les kicking après les toucher, juste pour impliquer, puis je sais pas. T'sais, ça fait plusieurs matchs que Boyer est ordinaire. Mais sur les unités spéciales aussi, il va falloir resserrer les choses. Là, les couvertures, là, la pression rentrait trop contre Laval. Puis les maudits holdings là, sur tous les foutus retours. Là. Ouais, j'avoue que
C'est énervant parce que je pense à Louis, entre autres, que certains matchs, il faisait bien. Là, tu fais comme, ben, il a bien fait aujourd'hui. Puis là, finalement, tu regardes les stats après le match, tu fais, ah, ouais, il a juste fait ça. Parce que presque tous les retours sont rappelés pour je ne sais pas ce qui se passe cette année. J'ai l'impression que ça triche un peu sur les unités spéciales. Tu sais, ça allait bien en début de saison, ça allait super bien l'année passée. Cette année, il y a quelque chose. Puis je ne veux pas prendre la game contre Laval en exemple parce que. Non, mais moi, je pense au dernier mois. Je pense même pas. La game de Laval, pour moi, c'est une game unicorn. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'une unité parmi toutes les équipes qui a bien joué. C'est l'unité spéciale de Laval qui a été sensationnelle. Le bâti de placement, pas de placement, mais de positionnement était parfait. Les couvertures étaient bonnes. Fait que n'importe qui aurait eu l'air d'abruti contre Laval, contre cette unité-là. Concordia, s'ils veulent avoir une chance, il faut que la pression se rende à Pépé. Il faut qu'ils jouent dans la tête. De leur côté, il faut qu'ils jouent dans la tête à Pépé. Il faut qu'ils rentrent rapidement pour le forcer à prendre des décisions plus rapidement si notre jeu au sol ne fonctionne pas. Mais tu regardes la statistique pour l'année, ils ont seulement 11 sacs là, contre New. Là. Contre 22 contre nous. Là. Fait que dans les 8 matchs, là, fait que, on parle de. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Puis, il va falloir qu'ils soient créatifs sur les packages défensifs qu'ils montrent pour confondre un peu les lectures de Pépé. Pépé s'est fait saquer quand même 2 fois contre Concordia. Ça, puis tu sais, Concordia, il va falloir qu'ils soient efficaces dans la red zone aussi. Là, gars, c'est pas fort. 8 en 15 sur les touchdowns en red zone. Si tu veux être dans le match contre Montréal, tu peux pas avoir ce pourcentage-là. Faut que tu réussisses à mettre des points au tableau à chaque fois que tu es en dedans du 30 verges. Le 30 verges, c'est plus gros que la red zone, mais je te dis, tu es dans dedans du 30 verges, il faut au moins que tu ailles chercher 3 points à chaque fois. Ouais, tu vois la différence avec Montréal qui est à 76% par rapport à 50% pour Cognos, ça part en tabarnouche. Non, c'est ça, non. Non, mais c'est ça, c'est un match-up qui est intéressant, je ne sais pas. Défensivement, Cognos a une bonne équipe. Ils ont plusieurs joueurs clés à des positions. Il y a un Mendel Joseph qui est un game changer. Ils ont quelques joueurs qui peuvent créer la différence, que s'ils sont capables de créer des revirements, ils peuvent aider l'offensive à avoir des terrains plus courts. Ça va prendre de l'aide de la défensive pour que Cognos soit productif à l'attaque, je crois. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais ils ont des joueurs, ils ont des blue chips plus en défensive qu'à l'attaque. Ce qui est particulier, oui, mais c'est pas la défensive qui est ressortie gagnante de ces équipes-là. Là. Ce que je veux dire, c'est. Mais au mois de novembre, c'est ta défensive. C'est le resserrement de leur défensive qui a permis à Cognos d'être aussi efficace à l'attaque dans le dernier mois, je pense. Parce que c'est des meilleurs positionnements de ballon, c'est des, tu sais, t'arrêtes des offensives, t'as un meilleur positionnement de ballon. Ils ont un bon botteur de dégagement en Pronovo qui a une excellente jambe. Leur botteur de placement, il est correct, là, mais dès que c'est plus que 30 verges, oublie ça, ils vont y aller en 3e essai, j'ai l'impression. Ça a du sens. Ouais, c'est ça. Fait qu'habillez-vous chaudement. Ouais, j'aurais été plus excité. On pensait que ça allait être court, mais le podcast sera pas court. Hein? Non, j'aurais été plus excité si ça avait été McGill à Montréal parce que Mais moi, le match-up inverse aurait été plus intéressant, je pense, pour les téléspectateurs en général. Parce que là, j'ai de l'air du gars qui croit absolument pas aux chances de Concordia de gagner. Et c'est exactement ce que je suis. Je ne crois absolument pas aux chances de Concordia de gagner.
les 2 dernières games ont été affreuses entre les 2 équipes pour comprendre. Oui, mais. Je ne vois pas comment ça pourra changer. Je suis vraiment désolé. Celle-là, attention aux jeux truqués en 3e et court, les fins de passes et courses qui ont coûté la game à McGill la semaine passée. Tu vois, la seule chose qui peut vraiment changer... sont capables de créer des revirements sur les unités spéciales où il y a trop de fumble ou d'interceptions, ben là, c'est un autre ballgame. Mais il va falloir qu'ils créent quelque chose. Ça va prendre un Tu vois, la seule chose que je vois qui pourrait créer quelque chose, c'est la pluie. Puis, tu l'as dit tantôt, présentement, il annonce la pluie toute la nuit. Présentement, le terrain va être mouillé. Ouais, mais parce qu'il annonce 2 jours de pluie. Ouais, mais n'oublie pas qu'on a mis $1 million pour qu'il soit irrigué comme du monde. Le système de drainage devrait... En fait, le $1 million, c'est pour le bassin de rétention en dessous. Il ne faut pas que ça aille dans les flancs de montagne puis creuser des inondations. Mais ce que je veux dire, c'est que l'eau ne reste plus sur le terrain. C'est une des choses qui a coûté le plus. Non, mais je veux dire, si le terrain est mouillé, humide, c'est glissant. C'est juste dans cet aspect-là. Mais c'est ça. Ça ne change rien au jeu aérien, là, mais c'est... Non, mais vu la qualité médiocre de notre jeu au sol, s'il se met à mouiller et qu'on doit absolument mettre le ballon dans les mains de nos porteurs de ballon, ben ça va probablement égaliser la game. Moi, je dirais pas que notre jeu au sol est médiocre. Notre play calling de jeu au sol est médiocre. Pour moi, c'est ça la nuance. Parce qu'on a des bons athlètes comme porteurs de ballon, mais les jeux employés n'utilisent pas leur force. Je finirai là-dessus. Je sais pas, je vais la discuter. Moi, j'espère que mon Théogène va être habillé. Il est habillé à Sherbrooke. Moi, un Moulanda Saint-Pierre qu'on a vu toute l'année sur une unité spéciale, que l'année passée avait très bien fait les occasions qu'il a eu porté un ballon, qui est un gros bonhomme, qui peut faire du nord-sud, a presque pas eu de portée cette année. Je trouve ça surprenant. Ah ben, il est surprenant, c'est parce qu'il n'est pas en état. Mais c'est ça. Mais ouais, t'as raison. En plus, il permet de bloquer. Puis, parce que sur les unités spéciales, cette année, il est partout. On le voit souvent. Je fais comme, c'est qui le Télésa? Ah, c'est qui? Ah, c'est vrai, c'est Moulanda Saint-Pierre. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais que... Lui, là, il pourrait être impliqué. J'aimerais que... J'ai l'impression qu'il y a certains porteurs de ballon qui ne sont pas à 100% physiquement. Non, c'est ça. J'aimerais avoir une unité au sol. Une rotation. Je veux qu'on court. Mais tu sais, j'aime le concept de Laval de mettre un genre de porteur par période, là, par quart, selon... Je trouve ça le fun de mettre ton killer à la fin quand tout le monde est fatigué. Je trouve ça intéressant. On n'a peut-être pas les chevaux pour ça. Mais bon. Je suis convaincu. Je pense que oui. Mais... Je sais pas. Je sais pas. Je comprends juste pas pourquoi on court pas. Je comprends pas. Il va falloir que j'en parle avec Gab. Parce qu'on a du talent à cette position-là. M'en parler avec Gab à la fin de la game. C'est ça, mon frère. Tu l'as dit, il va faire fret, ça va être humide. Habillez-vous. Mettez-vous des pluches. Tout de suite, là. Les petits sneakers, là, c'est plus le temps de l'année pour ça. C'est ça. Non, même moi, je vais avoir mes bottes. Bon, peut-être pas mes bottes d'hiver, là, quand même pas venir fou. Mais quelque chose que s'il mouille, ça rentrera. Ouais, c'est ça. Mettez-vous un poncho dans votre sac au cas où. Mettez-vous plus que parce que là, ça va être humide le matin, mais on le répète, hein, c'est le brunch au tailgate. Et on ne le dit pas trop fort, mais les Carabins veulent commencer le tailgate plus tard. Nous autres, on sera là à 9h. 9h, la tente sera bien là, bien nos shows. Est-ce qu'on met on met-tu des murs cette semaine? On verra. On verra. Peut-être pas de murs, peut-être pas besoin. Peut-être pas besoin. Ça va dépendre de la météo. Si c'est vraiment humide, d'avoir le petit pour enlever l'humidité, mais ça... ouais, le petit Bobcat pour enlever l'humidité. On aura du café, puis il y aura du café, puis m'emmener du Bailey, je pense. Hey! Et on se revoit samedi. N'oubliez pas, hein, c'est à 9h, puis il va y avoir une grève de la STM. Fait que trouvez le moyen de vous y rendre, puis la game était midi, puis le gate à 9h. Fait que... Ouais, exactement. Donc, on devrait savoir aussi vendredi matin l'horaire pour le week-end des bus. C'est vendredi qu'on va savoir ça? Bon, c'est supposé.
Hey, c'était l'écho des montagnards. On se voit pour une dernière fois au Sepsum cette année, à moins d'un revirement complet. T'as vu notre ami Timmy Phil Marlowe tease son podcast avec comment il s'appelle Raphaël. Raphaël. Comment c'est quoi son prénom? Kevin. Kevin Raphaël, qui lui prévoit un upset. J'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Mais ça serait drôle. Fait que ça nous permettrait de revenir au Sepsum, mais j'y crois pas. Hey, on se voit samedi matin pour le Brunch Gate des Montagnards présenté par SPG. À samedi tout le monde.